Mais je dirais peut-être qu'ils ne sont pas architectes académiciens, mais l'architecture en tant que savoir, en tant que patrimoine, il y est, il a été, et nous avons beaucoup à apprendre. Et je sais que Cheikh El-Gharadi, il a été présent dans pas mal de travaux, par exemple de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, pour soutenir et poursuivre des thèses, etc. Ceci, c'est un hommage que je voulais lui rendre. D'autres personnes ont beaucoup travaillé sur le Mzab. Il y a Ahmed Bakelli, dans un ouvrage de l'histoire des Ibadites au Maghreb, qui s'intéresse aussi à l'aspect architectural et surtout à l'aspect cohabitation entre Mozabite et les autres communautés. Brahim Ben Youssef, qui est un architecte, urbaniste, qui a longtemps enseigné à l'école polytechnique d'architecture d'Al-Harrach, à l'EPO, et qui est un expert en la matière dans le domaine international. Il continue toujours. Il est, disons, ses recherches et tout ça font qu'il est actuellement au Canada. D'autres activités, par exemple, le ministère de la Culture a fait un exposé. Il y a tout un travail avec le ministère de la Défense nationale qui a encouragé cela pour faire, un balayage en photo aérienne. Et ils ont pris pas mal de régions dans le sud. Ils ont appelé leur exposition de terre et d'argile. Je terminerai mon petit exposé par une autre photo aérienne. C'est la ville de Gherdaya, et une très belle photo aérienne où on voit la mosquée en partie haute, toutes les habitations concentriques avec tous ces critères d'égalitarisme par rapport au soleil, par rapport aux choses. Il y a aussi une donnée dans les constructions anciennes du Mzab que parfois on a oublié ou bien un petit peu omis, c'est que dans le Mzab, il n'y a pas de signe extérieur de richesse qu'on montre comme ça, en faisant de très grosses villas qui sont apparentes à celles qu'on trouve en Europe ou dans les villes du Nord. C'est une photo très intéressante. Pour terminer mon petit exposé, je dirais que le Mzab a été classé site historique. C'est une très bonne chose. Ça a donné, et c'est un patrimoine universel. Mais à mon sens, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Je dirais que le Mzab n'est pas seulement une leçon d'architecture, c'est une leçon d'architecture, une leçon d'urbanisme. À savoir que les villes du Mzab, chaque site de la pentapole du Mzab, on prend Elateuf, on prend Benizgan, on prend Bounoura, et ça, j'ai côtoyé beaucoup d'architectes. Je ne suis pas architecte, mais les sites, ils ne sont pas fortuits. On prend le Ksar d'Elateuf, il est dans une colline qui est un peu protégée par des montagnes tout autour, et qui fait que par rapport au vent dominant, par rapport à des choses, c'est protégé de l'ouest, c'est protégé des vents. On a valorisé les matériaux au plus haut point. On a utilisé les matériaux qu'on avait sur place, à savoir la pierre, la chaux, le djir, le plâtre grossier, le timshant. On a travaillé aussi avec la construction en terre crue, et tout cela a donné rawa, avec un savoir-faire que parfois on oublie maintenant, malheureusement. Il y a aussi, pas seulement là, mais dans le domaine de l'hydraulique. Je terminerai par quelque chose. Chaque ville est faite de telle manière qu'elle est urbanisée. À savoir que la ville d'Elateuf, son Ksar, il y a tout ce qui permet une autosuffisance de subsistance pour cette population. Et on voit que les palmeraies d'Elateuf ne dépassent pas un certain... Il n'y a pas la mégalopole que l'on trouve en Europe, dans d'autres villes. Et la même chose pour les autres villes. Et c'est là où je dis c'est un peu dommage, parce que les Ksars du Mzab ont été classés, la pentapole du Mzab a été classée site historique. À mon sens, et beaucoup de spécialistes le disent, on aurait dû classer la vallée de l'Oued Mzab comme site historique. Sibel Qasim Babassi. Je me suis intéressé à l'histoire du Mzab très jeune, grâce à l'épicier du coin dans la Casbah. Et dans la Casbah, il y en avait. Ils étaient d'une patience extraordinaire, des gens assidus, qui travaillaient, qui vivaient pour eux, mais khaltouch. Mais aussi, ils participaient d'une manière directe ou indirecte dans à beaucoup d'actions dans la ville de Sidi Abdelrahman. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis intéressé plus encore dans le cadre de la lutte révolutionnaire et dans la bataille d'Alger particulièrement,
j'ai eu à constater que beaucoup d'épiciers mozabites, qui étaient sous la foi d'une propagande un peu, pas ignorée, mais on n'accordait pas, jamais on aurait pu penser que le Mozambique pouvait participer à la guerre de libération nationale. Parce que les mauvaises langues étaient là. Mais aussi le pouvoir colonial a tout fait pour qu'on essaye de les mettre un petit peu de côté, c'est-à-dire, bon, c'est pas comme vous, et il leur disait, c'est pas, oui, vous, etc., etc. Et puis il y a eu toute cette histoire de service militaire et patati et patata. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas aussi se référer à ce qu'ils écrivent eux. Il faudrait que l'on sache lire entre les lignes et penser tout le contraire éventuellement, puisque la vérité est chez nous. Allez, voilà. Donc je me suis intéressé, d'autant plus qu'en classe, j'avais de très très bons copains. Ils venaient chez moi, j'allais chez eux, chez Belkahla, beaucoup, قراو معنا. Et on avait des personnages comme ça, emblématiques. Bon, je ne sais pas si Hadjout est originaire du Mzab. Hadjout Brahim, voilà. Alors oui, alors nous, bon, il était davantage apprécié et connu parce que toutes les futures épouses s'approvisionnaient pour leur trousseau chez Hadjout. Et quand la mariée était très belle, tout ça, on dit Hadi Poupit Hadjout. Donc tout ça, c'est sympathique. Et sans oublier comment dirais-je, le parfum Ploum Ploum, Zouaï. Voilà. Zouaï, qui est de la région. Qui est de la région aussi. Voilà. Alors donc, je me suis intéressé, j'ai commencé dans le cadre de mes recherches, quand j'ai écrit Raïs Hamidou Ben Ali, quand j'ai écrit un peu les contes et légendes, qui va bientôt, il y a une réédition. Je suis arrivé au fameux canon Baba Merzoug, et puis bon, j'ai parcouru toute l'histoire. Et donc, il y a eu l'histoire de Charles Quint. Charles Quint a failli occuper Alger de par la batterie qu'il a installée à Fort-l'Empereur, ce qu'on appelle aujourd'hui Fort-l'Empereur, Aslien Koudiet Saboun. Les Espagnols ayant débarqué par les Sablettes sont arrivés à Ain Arbat, c'est-à-dire le 1er mai actuellement. Il y avait une fontaine, puisqu'il y avait un détachement de Yanishéri, des janissaires, et ça donnait dans toutes les directions, donc Ain Arbat. Ils se sont installés là, et une noria de soldats espagnols à l'aller et au retour, qui transportait la chaux, les pierres et tout, pour construire Brija, Four fi Koudiet Saboun. Et même l'empereur s'est installé, il a installé sa tente et tout. Et ils ont pu monter des canons et c'était devenu infernal pour la Kasbah, pour Medine Sid Abdelrahman, parce que c'est sur le point culminant, donc beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Et Hassan Agha, fils adoptif de Kherdil, il avait été ramené à l'âge de 8 ans, il a reçu une formation de Bektachia, l'ordre de Bektachia, c'est-à-dire une vraie académie des enfants de Chouada, c'est-à-dire on apprend tout. Nation, oui. Voilà, on apprend tout. Il était impuissant, lui et son diwan, et c'est là, devant le danger, qu'un groupe de représentants de cette communauté qui était méprisée du temps des Ottomans, on les appelait les Juifs du désert. Il ne faut pas oublier cela. Et ils se sont venus, ils ont proposé à Hassan Agha d'anéantir le fortin à condition de leur permettre de désigner un amin, un responsable, qui doit les assister devant le diwan comme les autres, y compris les Juifs. Les Juifs avaient ce qu'on appelle leurs représentants, et en cas de conflit, en cas de problème, etc., il avait le droit de venir défendre, donc désigner un amin pour ça, mais aussi leur permettre d'accéder à l'activité économique dont ils étaient privés, donc les bains morts, les boucheries, etc. Hassan Agha a accepté d'emblée, voyant là peut-être une solution. Et effectivement,
un grand groupe donc de Banu Mzab ont mis le haïk, ou le khanajr et les pistolets tout ça, à l'intérieur, et sont allés gesticulant vers le Borj. Et les Espagnols, d'une manière générale, ils ont eu l'expérience un peu à Pougy, tout ça. Quand ils voient des femmes venir comme ça, ça veut dire qu'elles viennent pour demander la même, demander un peu le silm, demander un peu le cessez-le-feu, demander. Donc ils n'ont pas fait attention. Ils leur ont ouvert le portail, enfin les panneaux. Et dès qu'ils sont entrés, donc ils ont balancé les haïks, sorti le khanajr, داروا فيهم كما نقولوا حنا بالتعبير البسيط فراسه ولا دردبه ولا tout ce que vous voulez, permettant à une section de janissaires de venir immédiatement prendre position là, et la Médina de Sidi Abdelrahman a été sauvée grâce à ça. À telle enseigne que l'empereur qui dormait, aussi réveillez-vous, nous sommes défaits. Il a frotté ses yeux, l'homme comment? Vous m'avez dit que c'était une bande de forbans, une bande de c'est-à-dire parce que Wadja pour s'installer. Donc, je ne raconte pas l'histoire, je dis simplement que ça a été la première découverte pour moi de la participation donc des Banu Mzab dans le sauvetage d'Alger. Mieux encore, et je termine parce qu'il y a d'autres événements qui m'ont permis d'apprécier Hadnes. J'aime pas le terme d'Aïbadit, machin chouette. Pour moi, c'est des Algériens, point à la ligne. Ce qui m'a un peu... Des dizaines d'années plus tard, dans le cas de la bataille d'Alger, le Fidaïen Ta'na mettait le haïk pour faire les attentats. Un rapport ou pas, je l'ignore. En tout cas, j'ai trouvé ce rapprochement extraordinaire, 1541 et 57. C'est quand même fabuleux. Le 23 février, justement, 1541, c'était le jour où Charles Quint s'est présenté à Alger avec près de 500 navires qui n'étaient pas tous des navires de guerre. Il avait quelques navires de guerre et il avait des transports de troupes. Non seulement il y avait ces gens-là, mais ils étaient accompagnés aussi par des dames, parce qu'il y avait des ducs, il y avait des princes, la fine fleur de l'Europe était présente. Pourquoi? Alger était dans la poche, parce que la flotte turque et algéroise était aux Dardanelles, parce que le sultan de Suleiman le Magnifique a contredit son amiral Kherdin en lui disant c'est pas possible qu'il y ait une telle flotte qui va aller sur Alger. Qu'est-ce que je m'en fous d'Alger, qu'ils la prennent? C'est moi qui défends l'islam et c'est moi qui... Je veux que tous les navires soient à la défense de la Turquie, c'est-à-dire aux Dardanelles. Les Mouzabites ont été reconnus parce qu'ils ont participé à cette bataille. Et je fais le relais aussi pour la Révolution. Le témoignage qu'il a fait, mon frère, c'est pareil. N'oubliez pas que Saadi avait reçu de Ben Mehdi que la somme de 10 millions. Qu'est-ce que c'était que 10 millions pour pouvoir subvenir à toute la population de la Kasbah? Donc, il a réfléchi à faire des bons. C'était durant la grève des 8 jours. La grève des 8 jours. Il a fait donc des bons pour qu'on distribue gratuitement aux gens enfin les substances. C'était pour le ravitaillement. On appelait ça le ravitaillement. Et c'est là qu'il a fait appel, qu'il a eu l'idée, une idée de génie, en disant que l'homme ne peut pas rentrer dans les maisons pour faire le recensement, je vais envoyer des femmes. Et c'est là qu'il a recruté les danseuses, les chanteuses, celles qui étaient à l'opéra, tout ça, qui ont pu pénétrer dans les maisons pour faire le recensement. Et on peut rendre hommage à tous les commerçants, y compris les Mouzabites, qui ont accepté ces bons, parce que je ne sais pas s'ils ont été honorés, mais eux, ils avaient payé cette marchandise de leur poche,
Et cette marchandise est allée dans le ventre des Algérois, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il serait intéressant que messieurs Babassi et Bahaz nous proposent un éclairage sur ce que fut le rôle des Mozabites à l'occasion de la bataille de Stawali, par exemple. C'est Babassi. C'est la fameuse bataille du 19 juin 1830 à Stah el-Wali. Stah el-Wali, déformation de Stawali, comme Tel Oumlil, déformation de Télémli. Bien. Dans cette bataille, elle fut affreuse, un carnage. L'armement le plus moderne a été ramené par le corps expéditionnaire. Les navires à vapeur étaient pas loin. Pendant la bataille elle-même, la plaine de Stawali, là où il y a la BDL, etc., les obus tombaient au milieu des combattants algériens qui étaient composés donc des hommes de Boumzrek, de Zamoum des Iflissen, de Ahmed Bey, du contingent d'Oran, mais aussi des 6000 Banu Mzab, à leur tête le Hajj Bakir. J'ai essayé de trouver les traces de ce Hajj Bakir. Je l'ai trouvé sur une petite note comme ça, mais sans plus de précision. Il paraît qu'ils ont été de véritables héros dans cette bataille, parce que c'était le corps à corps, c'était tout ce que l'on voulait. N'eût été la trahison du gendre du Dey, avec le Barahim el-Jayh, les Algérois, Barahim el-Jayh, oui, n'eût été cette trahison qui a fait que les troupes algériennes, comme l'a dit Matoub, dès qu'Alger était menacé, on oublie tout avec les Ottomans. Je préfère que dire les Turcs sont venus avec Constantinople, avec Istanbul et non pas du temps de Constantinople. Quand ils ont vu ça, ils se sont retirés. Mais les guerriers de Zamoum, des Ifniens, sont allés vers Dil Ibrahim, où il y a eu une bataille de 4 jours. Et les Banu Mzab sont allés vers Sidi Ben Nour, c'est-à-dire ils ont pris un autre chemin. Il ne faut pas oublier que c'était même pas 20 km. Hein, Et c'est là où le corps expéditionnaire le plus puissant du monde a mis 21 jours pour arriver à Koudiet Saboun, c'est-à-dire même pas 20 km. C'est dire que cette résistance acharnée qu'il y avait un peu partout. Je voulais souligner cela parce que j'entendais à gauche, à droite, des choses inimaginables. On a essayé d'en faire une communauté à part, elle n'a pas participé. J'ai la liste de tous les condamnés à mort et Fidaï, etc., de Bani Mzab. Et j'en ai connu quelques-uns, comme Tazbent, Allah yarhamou, condamné à mort, attaché avec Ben Cherif, avec du fil de fer, si Ben Cherif est là pour en témoigner, et d'autres. Merci. سي بحاس إضافة صغيرة فقط إضافة صغيرة وتكون مثمرة في ذهن المواطن باش تكون عنده نظرة يعني شاملة عن الجهودات اللي قامت بها العناصر من بني مزاب. في قضية السطوالي الشاهد اللي يعني شهد بأنه بني مزاب شاركوا في هذه المقاومة العنيفة كما تفضل الأستاذ باباسي، أنه طبيب الداي حسين اللي يسميه سيمون بافايفر، وهذا الكتاب يعني ألفه هذا المؤلف وترجمه العدودو، وأكده أيضا المرحوم الأستاذ الدكتور أستاذنا الكبير اللي توفى في هذا العام الله يرحمه الدكتور سعد الله. قضية 4000 6000 مزابي يدافعوا في اسطوالي، يعني هذه الشهادة الحقيقية اللي هذه من بدايات، يعني هذا في جوان كما قال، يعني في البدايات 1830 راهم يقاوموا هذا المستعمر. وأنا كنت قريتها في الجامعة في قسنطينة. 4000 وين بني مزاب 4000 في الجزائر العاصمة وين؟ ندير نقاط استفهام على اساس لازم الواحد لوتوكريتيك ولا نقد النص. والله حتى نكتب ربي شفت المقابر نتاع سيدي بن نور، قلت لهم اذا هذه الاعداد نتاع الشهداء نتاعنا هذه سيدي بن نور تدل على حقيقة الرواية نتاع انه 4000 ولا 6000 مزابي فعلا
قاوموا المستعمر وظلوا يقاومونه كما قال الأستاذ باباسي في تقدمهم. حاربوهم في البليدة، حاربوهم في وهران، حاربوهم في قسنطينة، وين؟ لأنه كل موجودين في بني مزاب، إلى أن وصلوا في الأغواط عرفوا بأنه هادو لا يقاومون، ما بقى لهمش بين الأغواط وغرداية يعني مزاب إلا 200 كيلو. هنا الأمير عبد القادر دا معهم دا معاهد تافنة وهذاك معاهد كذا والمعاهدات كثيرة، قال هادو لا نتعامل مع هذه القوات اللي راهي غلبت كل الشمال الجزائري إلا بالمعاهدة، وتعاملوا معهم سياسيا، فنقضوا الصحراء لمدة 30 عاما لم تدخلها فرنسا باتفاقية 1853. فوالا. شكرا سي بحاز إبراهيم يعني ou mademoiselle, monsieur, bon, pour permettre à notre invité de se retirer, il a raté son avion, il risque de rater un taxi qui l'attend. Permettez-moi donc de le libérer en votre nom à toutes et à tous. Je vous propose en attendant donc un autre VTR pour nous retrouver tout de suite après. Aujourd'hui, ça a l'air de... On dirait que c'est le bon Dieu a bien voulu le faire pour le jour de l'indépendance. Il fait frais. Et le vote se déroulera dans de très bonnes conditions. La chaleur ni le froid ne sauront ralentir la cadence des votes, car les votants sont décidés de voter. Ils voteront en masse pour le oui. حتى حسب الأمر واشتد وبلغ الأمر إلى حد التغريم والسجن وغلق المدارس. أرضخنا يومئذ. كانت غردية سبقت لأن المعاكسات كانت فيها أشد من غيرها، كانت تقرب إلى مركز الإدارة. الحاكم بوزيزان. أكثر الناس كلهم ضد الإصلاح، ضد هذه الحركة العلمية. الحكام العسكريون يساندون هؤلاء المعاكسين، كلهم في الهوى سواء، هذا كافر وهذا مسلم، ولكن جمعتهم فكرة مضادة هذه الحركة. انتشار الوعي القومي على طريق التعليم هو الذي هيأ الهشيمة للثورة بعد. فظل من يظن أن الثورة بدأت يوم بدأت مسلحة بالرصاص، وإنما الثورة بدأت بعشرات السنين قبل. الحركة العلمية المنتشرة على يد الأفراد والجمعيات المتناثرة هنا وهناك أولا، ثم على يد جمعية العلماء ثانيا اللي تأسست بعد عام 30. بعض جهالتنا وبعض البلداء منا، وبعض ذوي الأغراض منا، وبعض الحكام منا، وبعض المتشبثين بالدنيا وبأنواع من السلط، ولو كانت السلط هذه موهومة، سلطة القيادة والأغوية والبشغوية إلى آخره، المتمسكون بهذا كلهم مالأوا، تضافروا كلهم، والجامدون من رجال الدين يومئذ كذلك. تضافرت السلطات كلها على الحرب، على قتل هذه الحركة في مهدها. فكانت أول مرة بالتهديد والوعيد، ثم الإشارة من طرف خفي، ثم الطلب بالطريقة الرسمي. قدموا طلب، أنا حاضرين نعطوكم رخصة، حبينا شنطوا. مذ عرفت الجمال آمنت بالله وآمنت بعده بالجزائر. مذ عرفت الجلال آمنت بالشعب المفدى موحدا متآزر، لا حدود لا مذهب لا افتراق لا جدود لا نزعة لا عناصر. رجل حر وما ينسجمش مع الأنظمة أو القيود. إنسان حر. إن الجزائر قطعة قدسية في الكون لحنها الرصاص ووقع، وقصيدة أزلية أبياتها حمراء كاد لها نوفمبر مطلعا. عبان طلب من الأخضر رباح، قال له شوف تروح تشوف شعراء وتقول لهم لازم يعملوا نشيد أولا يمجد الثورة، يمجد جبهة التحرير الوطني باعتبارها هي التي نادت بالكفاح المسلح. لازم هذا ما يذكرش فيه أي شخص، المجد للشعب وهو اللي يقوم. نهار قصدنا ليه كان ماشي عالم واش نطلبوا له، ودار أناشيد في ليلة واحدة عالزوج وجد روحه، وغدوة من ذاك عاد 9 مدلي النشيد اللي راه درك الجزائر كامل راه مستعرفة به.
كتب قسما بطابق تحت الأرض مقر تجارته برقم 2 شارع غوندون سابقا الشهيد بوعلى مرحال حاليا. Madame, mademoiselle, monsieur, donc nous nous retrouvons pour parler toujours de cette région emblématique qu'est le Mzab, une région qui, comme vous l'avez certainement découvert pour la première fois, a énormément donné au pays puisqu'elle a mobilisé ses enfants pour combattre, repousser l'invasion française de 1830 et elle aura aussi apporté sa pleine contribution au moment de la révolution nationale algérienne. Sur ce plan, par exemple, notre ami Slimane Zergoun voudrait apporter quelques éclairages. Je vous remercie, Monsieur Hakim. Nous sortons un petit peu de l'urbanisme et de l'architecture, mais je vous avais demandé, avec votre permission, de donner un petit témoignage et je vais être très bref. J'ai fait mes études à Alger. Nous avions un commerce tout en haut de la rue des Douches, au 124 rue des Douches Mourad, ex-rue Michelet. Et il s'avère que nous avions que le père, Rabbi Rahmo, il avait un commerce qui était sur pied depuis 1937. Et mon père, Rabbi Rahmo, il connaissait chez Moufdi Zakaria, qui est pour moi un autre repère très important historiquement et pour avoir l'amour de l'Algérie. Et Moufdi Zakaria avait fait la Zitouna. Mon père avait fait la Zitouna donc dans certaines classes avec Moufdi Zakaria entre les années 1925 et 1929. Ils se sont séparés, Moufdi Zakaria n'est plus à présenter, vous avez dit certains hommages le concernant, mais à un certain moment de la guerre de libération et exactement après le congrès de la Soumam, donc en 1956, il y a eu une demande qui a été faite et via Moufdi Zakaria et via une autre personne qui est Cheikh Smaïl qui a un commerce rue Docteur Trollard pour qu'il mette à disposition et pour qu'il y ait des endroits de rencontre du CCE, le comité exécutif. C'est un parent à notre ami Nourdine Smaoui. Tout à fait. Et il y a eu, bon, je ne cite pas les noms, je vous interpelle, Monsieur Hakim, à ce qu'il y ait une émission ou un travail en ce sens de mémoire. Parce que il y a, je citerai comme ça de mémoire seulement, donc Smaoui qui a énormément fait, qui a dû s'enfuir vers le Mzab et puis qui a été aussi pourchassé, il s'est enfui vers la Tunisie, mais avec lui il y a notre magasin rue des Douches Mourad, il y a notre magasin rue Richelieu, l'ex-rue Richelieu, où il y avait El Matba'a Nta, le journal El Moujahid qui paraissait dans les années 56 et puis pendant la grève des 8 jours en 57, il y a aussi avenue Claude Debussy, un ou deux autres magasins, et ça c'est des patrimoines qui existent et qui sont réels, mais je sais, je le parle pour mon père, mais je sais aussi que c'est la même chose pour les autres personnes, parce qu'il y a des gens de renom qui sont passés par là. L'Arbi Ben Mehidi, Karim Belqasem, Ben Khadda, Abban Ramadan, Belaïd Abd Salam, qui était étudiant de l'UGMA à l'époque, ils se regroupaient dans ces magasins. Et la stratégie des gens qui ont fait la guerre de révolution, les Fajr al-Thawra, le 1er novembre 54, faisait que les endroits les plus sécurisés étaient en quartier européen. D'ailleurs, l'Arbi Ben Mehidi, il a été pris dans par erreur ou par... bon, il y a des ouvrages, je ne m'étale pas sur cela, aux environs du Sacré-Cœur, pas très loin du Sacré-Cœur, dans un appartement. Je ferme cette parenthèse, mais je vous interpelle pour chercher sur ce sens. Mais mon père, comme les autres Mozabites, ils nous ont interdit, carrément interdit de chercher une compensation de leur vivant et après leur mort. Ils ont dit, on a fait ce qu'on a fait pour
al-Watan, c'est parce que c'est notre devoir de musulmans et parce qu'on se dit il faut qu'il y ait la mémoire pour nos enfants, pour que d'autres ne se permettent pas de dire les Mozabites n'ont pas fait. Et je citerai un petit parallèle seulement parce que les événements dramatiques de Ghardaya, je crois qu'il y a un peu d'ignorance. Mais il y a de l'ignorance dans ce qui s'est passé. Et je fais un petit parallèle, je conclurai avec cela. Dans l'historique de Qassaman, qui a été réédité par la fondation Mufti Zakaria, il y a un passage lorsque le CCE a demandé à avoir un hymne national avec des directives qu'il ne fallait pas qu'il y ait un culte de personnalité, il ne fallait pas citer de personnes, il faut parler de toute la Hawiya al-Jazairiya, tout le patrimoine algérien, millénaire, et Mufti Zakaria a été contacté, envoyé par Ben Khadda, par Rabbah. Je ne sais pas s'il est vivant, mais il a témoigné dans un séminaire auquel j'ai assisté, puis dans plusieurs émissions. Il a été voir Mufti Zakaria du côté de la rue d'Izli, la rue Tanger, et lui a dit: on connaît ta valeur, on connaît ce que tu fais, mais c'est patriotisme, mais avec ta plume. Il a fait pas mal d'hymnes auteur de pièces théâtrales, auteur de beaucoup de choses, oui. Il lui a dit: fais-nous. Comment je vais faire dans ces conditions des choses? Vous savez qu'il y a un problème où on dit qu'il y a des commerces des Mozabites qu'il faut mettre en quarantaine et ne pas acheter ses œufs. Le CCE, l'Arbi Ben Mehdi, Abban Ramadan Ben Khadda, n'était pas au courant de cela. Ils ont réglé le problème. Il s'est avéré par la suite que c'est la colonisation et qu'avec des éléments juifs, ils ont fait. Donc ils ont mis en place les choses. Il a fait une œuvre d'utilité, de salubrité publique. Et après cela, Jabna Raya Qassaman qui n'est plus à présenter. Voilà. Je voulais faire cette petite. Je vous remercie, d'autant plus que les quartiers européens étaient utilisés aussi pour fabriquer des bombes. Des juifs algériens, parmi lesquels les frères Timsit, fabriquaient des bombes en plein quartier européen. Et ils avaient avec eux Hasiba Ben Bouali, Allah yarhamha, Shuhada. Donc, cette parenthèse fermée, il va falloir donc aborder la dernière partie de cette émission qui consiste à proposer un éclairage sur la vie sociale, culturelle et spirituelle du Mzab. Et une question me vient soudainement à l'esprit, c'est Mohamed Messem. Quel a été justement le rôle de la dynamique culturelle dans le raffermissement du sentiment national au niveau du Mzab? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala Rasulillah. En fait, si on veut aller à la source, il est très difficile de faire un tracé de la réforme culturelle et intellectuelle la réforme intellectuelle et morale. Ouais. Et morale. Je dirais beaucoup plus, en fait, je dirais même religieuse. Réforme religieuse parce que de mes souvenirs, vers les années 50, il y avait une ignorance parfaite dans les milieux populaires, que ce soit le milieu mozabite, que ce soit le milieu des frères les Mozabites dans leur diversité. Oui, parce que là, il y avait quand même les frères malikites étaient peu nombreux, et ils étaient très intégrés dans les villes, on s'en apercevait presque pas, mais il y avait pas mal de nomades qui venaient s'installer et repartir. Alors, en fait, la vraie renaissance a commencé avec Cheikh Bioudallah Yarhamou, quand il a décidé de faire ses écoles, ses médersa, et ça coïncidait en même temps à la création de ulama.
avec Ben Badis, dont il a fait partie, et son rêve était donc de faire une renaissance, une véritable réforme de l'enseignement en créant des médersa qu'on appelait modernes de ce temps-là. Et ce n'était plus donc la planche. À l'image de la Chabiba à Alger. Je dirais même que, d'après mes souvenirs, on avait des livres qui venaient du Liban. Qira'a Sahiha, etc. Et donc, on avait déjà des programmes, ce qui n'existait pas dans les écoles coraniques et dans les... Non, mais il y avait des écoles, des médersa modernes, où on enseignait toutes les disciplines. Oui, mais ça, c'est venu... C'est bien avant la création de l'association des ulama, à Alger, comme à Al-Ataf. Les écoles privées, les médersa privés ont vu le jour bien avant l'arrivée de l'association des ulama. D'accord, il faut le préciser. Oui, alors moi je vous parle de ce dont je me souviens. C'est ça. Parce que j'étais dans la médersa, la première médersa, Al-Hayat, qui a existé du temps donc, de Cheikh Beyoud à Guérara. Et en même temps, les autres médersa ont été créés par l'Islah à Ghardaya, par... je ne me rappelle plus le nom de l'association d'Al-Ataf, Al-Nahda, Berian, etc. Tout s'est créé pratiquement en parallèle. Donc des médersa où il y avait un programme, donc en plus du Coran et du Hadith, il y avait donc la littérature, il y avait de l'histoire, il y avait etc. Alors ce mouvement s'est fait accompagner par un mouvement à la fois politique et culturel général. Alors, ont été créés également les scouts musulmans, lesquels scouts musulmans, au Mzab, il y a eu un problème avec les Français, parce que les Français ont imposé un costume international. Puisqu'ils avaient leur propre scout, de toute Voilà, alors, Cheikh Beyoud, pour avoir l'autorisation, parce qu'il fallait une autorisation pour créer les scouts musulmans à Guérara et Ghardaya, il avait refusé de mettre le caleçon, il avait refusé de mettre le béret, etc. C'est là qu'est venu, en fait, contrairement aux allégations de certaines personnes ignorantes, c'est à ce moment-là qu'on a commencé, Cheikh Beyoud a décidé de prendre la calotte blanche, et c'est comme ça qu'on appelait les scouts mozabites à ce moment-là les bérets blancs. Et de mettre le caleçon long, et c'est ainsi qu'il a pu avoir son autorisation. Ceci étant, dans les mariages, dans le temps, étaient des mariages tout à fait traditionnels. On mangeait, on faisait la fetha, et c'était terminé. Cheikh Beyoud a fait plus que ça, il a commencé à organiser des équipes anachid. Anachid, des discours, des pièces théâtrales, des sketchs en fait, etc. Toute une vie culturelle est née à ce moment-là, et je m'en souviens très bien, on faisait des pièces de petits sketchs, on faisait des anachids, même dans les maisons. Pour l'histoire, Moufdi Zakaria a animé, a impulsé une dynamique certaine à de nombreuses associations culturelles à Alger et des associations théâtrales notamment, puisque le PPAMTLD auquel appartenait Moufdi Zakaria Allah yarhamou, accordait une place très importante au rôle de la culture contre la caste coloniale. Absolument. Alors, pour rester donc dans le Mzab, à ce moment-là, Cheikh Beyoud a créé la maison d'étudiants à Guérara et l'institut El Hayat. Cet institut venait après la médersa primaire. Et donc, les gens du Mzab et des gens même d'ailleurs, de Libye, de Tunisie, de Djerba, donc des Ibadites, venaient dans cet institut et dans ces médersas et habitaient la maison des étudiants qui existe jusqu'à présent,
qui a Avec été un modernisé internat, oui. et qui est à Guerrara. Alors ensuite est venue la guerre de libération. Ensuite, suite aux missions culturelles qui avaient été organisées dans le temps par Cheikh Abou Likhdan,